Alors, on va reprendre. Donc, d'abord, je voudrais dire que c'est un peu un work in progress, cette manifestation. Donc, demain, on aura beaucoup plus de casques pour la traduction, parce que manifestement, il faut beaucoup plus de casques. On est désolé de ne pas avoir pensé à plus de casques. Et on pourra installer aussi plus de chaises, puisque il y a beaucoup de gens qui sont debout. Je signale simplement que s'il y a des possibilités d'amener des chaises ici, on a créé un espace pour ça, donc n'hésitez pas. Du coup, je vais quand même remercier Jamie qui va faire un effort pour parler français, mais peut-être Québécois. Ouais, québécois. Et vous verrez, il parlera avec un accent québécois, ce qui sera très très bien. Donc, on continue, on est plutôt sur un mode conversation avec Bruno Latour, mais aussi avec Frédéric Aitwati et Jamie Allen. Lorsque j'ai proposé à Bruno Latour d'intervenir dans ce cadre, je crois que c'est vous qui m'avez proposé l'idée d'une conversation, et j'ai pensé que ça serait intéressant, étant donné les enjeux que je souhaitais soulever avec lui, de faire intervenir aussi Jamie et Frédéric, qui, de manière plus ou moins proche, travaillent parfois très très proche pour Frédéric, quasi quotidienne, je pense, en ce moment, travaille avec Bruno Latour, et Jamie, de manière assez régulière, à la fois pour SPIP, dont je vais redire un mot, et pour l'exposition Reset Modernity. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter Bruno Latour. C'est, comme vous le savez, je crois qu'on dit quand même philosophe, mais on dit philosophe, ouais, un philosophe dont l'œuvre marque depuis le début des années 80 nos réflexions sur les temps présents, sur le contemporain. Il est une des références majeures, évidemment, pour tous ceux qui travaillent sur le contemporain, pour ce qu'il a produit comme critique de la modernité. Enfin, critique n'est pas du tout le mot bien choisi pour vous, mais comme approche de la modernité, à partir de Nous n'avons jamais été modernes, qui est un peu ma Bible, je dois dire, et la Bible de beaucoup de mes collègues, très connu à partir de La vie de laboratoire, qui a été un livre majeur qui a en partie fondé un champ d'études qu'on appelle les Science Studies, jusqu'à Gaïa, son dernier livre, les leçons sur Gaïa, qui, donc, une trentaine d'années, qui ont très souvent refondé le champ du savoir et ont produit de nouveaux outils. Néanmoins, aujourd'hui, je souhaitais inviter Bruno Latour pour parler d'une autre partie de son œuvre, disons-le comme ça, ou de sa production, qui relève de ce que j'ai appelé tout à l'heure, alors le mot est peut-être pas tout à fait adapté, la théorie exposée, c'est-à-dire cette théorie ou cette fabrication de savoir, cette production de savoir qui se déplace dans des espaces qui ne sont pas forcément celui du livre ou de la salle de classe, mais qui peuvent être l'exposition, la salle de théâtre ou toute forme d'assemblée. J'imagine qu'on reviendra peut-être sur ce mot d'assemblée. Justement, il est en train de travailler avec Frédéric Aitwati en ce moment même sur la présentation d'une pièce ou d'une performance qui sera produite en Nanterre-Amandier dimanche. Pièce, performance. Conférence augmentée. Conférence augmentée. Et ce qui me permet de vous présenter, si vous ne la connaissiez pas, Frédéric Aitwati à ma droite, qui est à la fois chercheur et metteur en scène, qui est rattaché au CNRS, je crois, qui est désormais la directrice en titre, je ne sais pas si il y a un autre titre que directeur, mais c'est directrice de SPIP, le programme en art politique qui a été fondé par Bruno Latour il y a quelques années, et qui a, il y a maintenant 5 ans, publié un livre qui a fait date dans le comparatisme entre littérature et science, qui s'appelle Contes de la Lune, et c'est sur la fiction et la science moderne. Et donc c'est aussi pour un certain nombre de projets que j'ai demandé à Frédéric d'être ici, et je pense qu'on parlera maintenant du théâtre des négociations ou de Global Gaia Circus, ou Global Gaia Circus, non Gaia Global Circus. Gaia Global Circus, c'est-à-dire cette exposition sur scène de la réflexion sur Gaïa. Et enfin, Jamie Allen, qui donc va nous prouver qu'il est bien canadien en parlant français. Ouais. C'est difficile à définir ce que fait Jamie. Même toi, tu n'y arrives pas, non qui est à la fois artiste, chercheur, designer, pas curateur. Ça, je crois que tu n'aimes pas du tout le terme de curateur.
Et enseignant, il travaille lui aussi à la frontière. On voit bien que c'est aussi un des thèmes de cette rencontre, de la science et des arts, notamment dans le champ des Media Studies. Et il est chercheur en Suisse, au Critical Media Lab de Basel, et intervient régulièrement à SPIP. Et il est aussi en relation avec Bruno Latour pour l'exposition Research Modernity. Et peut-être on pourra parler de cela aussi. Donc le format est un peu celui d'une conversation. C'est-à-dire que nous allons parler tous les quatre, mais on pourra ouvrir aussi cela au public. Alors, je vais quand même commencer par vous poser une question, Bruno. Donc, on peut rappeler que vous avez dirigé ou organisé 3 grandes expositions au ZKM à Karlsruhe, qui est un musée des arts et des médias. La première était Iconoclash, la deuxième Making Things Public et la dernière Research Modernity. Rappelant un peu le geste de Jean-François Lyotard pour les immatériaux il y a bien longtemps déjà, c'est-à-dire une exposition, une véritable exposition dirigée ou conduite par un philosophe à partir de thèmes que vous travailliez par ailleurs dans votre œuvre. Je vais prendre un exemple pour mettre le focus peut-être sur un mot sur lequel j'aimerais vous interroger, sur Making Things Public. Vous avez en un sens à ce moment-là, pendant peut-être le travail de préparation, et je ne sais pas qui est l'œuf et la poule là, si c'est pour Making Things Public que vous avez réhabilité, j'en viens, un petit peu ce mot de public, en retrouvant pour le public français ce texte très controversé par ailleurs de Lippmann, Le public fantôme, en l'introduisant, que vous avez présenté comme le prince du XXe siècle, non pas le prince comme le monarque du XXe siècle, mais le prince de Machiavel du XXe siècle. Et vous avez participé à interroger cette catégorie de public, qui était une catégorie assez discréditée, je trouve, à ce moment-là, à la fois dans le champ politique et dans le champ artistique. Dans le champ politique, parce qu'on considérait que c'était une catégorie relevant du spectacle, et donc en ce sens-là, des apparences trompeuses, et on lui préférait d'autres catégories comme la communauté, ou oui, les masses, les classes, etc., etc. Et dans le champ des pratiques artistiques, parce que ça renvoyait à cette consommation culturelle qui était beaucoup vilipendée, de public qui passe d'un endroit à un autre. Or, il me semble que c'était pour vous une manière à ce moment-là de travailler justement sur d'autres catégories d'assemblées et donc d'autres catégories, d'autres possibilités de faire corps peut-être dans l'espace public. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ça ? Donc, je ne suis pas évidemment commissaire d'exposition, mais je le suis devenu pour des raisons techniques en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sujets je ne sais pas si ça marche, si, on m'entend. Des sujets que je voulais poursuivre, je suis arrivé très vite aux limites. Par exemple, le premier exposition qui était Iconoclash, qui était sur le geste, la suspension du geste critique, question qui m'intéressait beaucoup, et la destruction, disons, des images, à la fois dans l'art contemporain comme dans l'histoire, qui est en fait notre histoire. On est d'abord notre histoire, c'est celle qui descendons d'un certain nombre d'iconoclastes. C'est impossible à faire tout seul. Donc j'ai eu la chance de rencontrer d'abord Hans-Ulrich Obrist. On a fait une exposition, un petit bout de l'exposition de Laboratorium, où j'avais déjà essayé avec lui de tester ce que c'est que la conférence spectacle d'ailleurs. On avait refait des conférences. Et ensuite, j'ai eu la chance immense de rencontrer Peter Weibel, les Allemands, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est grâce à eux qu'on arrive à construire toute une série d'objets absolument impossibles à faire, je pense, en France ou d'ailleurs aux États-Unis. Ce que fait Weibel à ZKM, je crois, se fait nulle part ailleurs. Donc, je n'ai pas du tout pris l'exposition comme différente du travail. Simplement, ça permet de le faire collectivement. Et donc, l'exposition Iconoclash était une exposition qui avait 7 commissaires, dont chacun prenait un bout du problème. Et on a fait un catalogue merveilleux. Je signale d'ailleurs que je donne le PDF librement de ce catalogue qui est introuvable et qui coûte très cher.
je le signale toujours. Donc, si vous m'envoyez un mail, je vous envoie le PDF de ce catalogue ainsi que de celui de Making Things Public. D'ailleurs, c'est un piratage. Ils sont, je crois, sur votre site aussi, non Non, pas quand même pas. Pas les introductions. Ça serait un peu trop là, mais c'est du piratage, disons, presque officiel. Donc, pour répondre à la question, public, je suis un lecteur attentif de Dewey. J'enseigne, quand je suis passé à Sciences Po, en venant des mines, j'ai découvert Dewey. Et je me suis aperçu qu'on utilisait Dewey à la fois comme théoricien de l'art et théoricien de la politique, permettait de renouveler beaucoup de questions, en particulier sur le fait que, contrairement à la tradition française, le public, il n'est pas donné. C'est un problème, selon le titre du livre magnifique de Dewey. Et quand nous avons eu, avec Valérie Pillet, construit l'exposition Making Things Public, qui était plutôt une foire. Là, c'est une collaboration dont j'ai effectivement choisi tous les membres, mais plutôt comme un commissaire, même pas un vrai commissaire, comme quelqu'un qui est un organisateur de foire. Donc c'était une vraie foire avec, dans tout l'espace de ZKM, tous les types possibles d'assemblage original pour sortir de l'idée que le politique, c'est que quand il y a soit des masses en mouvement qui se révoltent, soit des gens qui discutent dans une assemblée comme un parlement. Et donc, on avait multiplié. Elle était un peu ratée du point de vue de la mobilisation des arts, par contre, parce que les arts, c'était pas toujours intéressant du point de vue artistique. C'est un problème que Berthe connaît bien, parce que c'est un problème, dès qu'on sort du marché de l'art et du monde de l'art, on a toujours ce problème. Mais elle était très intéressante comme foire, je trouve. Et à la sortie de cette exposition, on s'est dit avec Valérie Pillet, on a tellement appris, on a tellement profité de la fabrication de ce catalogue incroyable et tout ça, il faut en faire un mode d'enseignement. Et c'est à ce moment-là que nous avons créé l'école des affaires... à l'intérieur de l'école des affaires publiques de Sciences Po, qui normalement prépare des énarques, nous avons constitué l'école des arts politiques, d'expérimentation en arts politiques. Qui ne prépare pas des énarques. Qui pourrait préparer des énarques beaucoup mieux que nous, qu'on fait. Mais enfin, pour le moment, on n'a pas encore d'énarques. Mais je pense que ça va venir. Et c'est maintenant Frédéric qui dirige ce programme qui est assez sensationnel et qui donc travaille chaque année autour de cette notion de création ad hoc de public autour d'une issue, d'un concernement, on ne sait pas trop comment traduire issue en français, et à partir de commandes. Et donc toute cette façon de travailler, je ne sais pas si vous voulez des réponses longues ou des réponses courtes. C'est très bien, des réponses longues, parce que mes questions sont courtes. Toute cette façon de travailler permet disons, d'ouvrir, de faire résonner, non pas la philosophie comme métalangage des arts et des sciences sociales, mais comme philosophie, comme un médium à l'intérieur ou en résonance avec d'autres médiums. Donc pour moi, il y a autant de différences entre, je ne sais pas, design et vidéo qu'entre philosophie et design. La philosophie n'est pas là comme un métalangage, mais comme un langage une technique que je pratique. Je pense que la pratique bien. Je suis un expert dans la fabrication de livres et d'articles, mais c'est juste comme un vidéaste ou comme un architecte ou comme quelqu'un de théâtre. Et donc ce qui m'intéresse, et c'est là où on apprend énormément, avec Frédéric, quand on a commencé à se lancer dans la figure de Gaïa, j'ai d'abord commencé par une idée de danse, alors que je ne connais rien à la danse, mais c'était d'abord une idée de danse qui m'est venue absolument par hasard, que Frédéric a la gentillesse de prendre au sérieux. Et ensuite, on a travaillé avec les gens de sa troupe, et on a commencé à continuer dans d'autres médiums les mêmes questions. Ça ne veut pas dire que c'est pas exactement les mêmes questions, mais elles résonnent. Le mouvement d'une danseuse, c'est aussi un concept, ce que Deleuze d'ailleurs appelle les personnages conceptuels. Donc moi j'ai pris très au sérieux la notion de personnages conceptuels. C'est des vrais personnages, ils ont vraiment une histoire, ils ont vraiment une intrigue, ils bougent vraiment, mais ce sont des concepts. Moi je connais bien, je sais les faire bouger, disons. Mais dès qu'on discute avec un architecte, un designer, ce qu'on a commencé avec Jamie dans l'exposition Reset Modernity, ça se met à bouger tout à fait autrement. Jamie dans l'exposition Reset Modernity, qui est malheureusement terminée, il y a de nouveau un très beau catalogue fait par Donato Ricci, qui est ici dans la salle. Nous avons immédiatement imaginé un espace, quelque chose qui rendait faisable ce que ça veut dire de Reset Modernity, qui est un concept complètement abstrait apparemment,
mais qui en fait exigeait de descendre, de voir la situation en quelque sorte dans une position différente. Ça, on ne peut pas le faire en livre. Je vois ce que je peux faire, moi, avec quelques termes. C'est ce qu'on fait dimanche prochain aux Amandiers avec Frédéric, où là, je suis mise en scène par Frédéric. Ça, c'est un peu différent. C'est moi qui suis l'acteur et c'est elle la metteuse en scène. Mais disons, pour moi, il y a une gamme de médiums, et plus on fait résonner ces médiums ensemble, plus on peut avancer dans des questions on peut dire que c'est des grandes questions de philosophie, mais aussi c'est des grandes questions d'architecture, des grandes questions de design ou de vidéo. Ce qui est important, c'est qu'on construise les compétences, les compétences les unes à côté des autres, ce qui n'est pas de l'interdisciplinaire, ça résonne. Le mouvement de cette danseuse, pour nous, a été très important pour créer la figure de Gaïa. Mais Gaïa, c'est une pièce de théâtre, c'est aussi, je le signale, une dramatique radio qui est passée hier à France Culture et que je vous invite à écouter, qui s'appelle Cosmocolosse, qui est une autre variation des mêmes arguments. Pour moi, c'est comme ça qu'on travaille, mais c'est inhabituel, je le reconnais. Avant de revenir sur cette question, je ne sais pas, peut-être tout le monde n'est pas tout à fait familier de ce personnage conceptuel de Gaïa. C'est qui ce personnage conceptuel de Gaïa et qu'est-ce que vous en faites sur la scène ? Il faudrait bien que ce soit Frédéric qui discute de la partie scène. Moi, c'est juste un hybride, y compris dans la littérature scientifique et la littérature religieuse et la littérature artistique. Donc Gaïa, c'est un terme, d'abord c'est une mythologie, c'est un terme de la mythologie grecque, bien évidemment que tout le monde connaît, mais c'est aussi le terme de ce que, en science un peu plus, disons, mainstream, on appellerait la science du système Terre, la Terre comme un système. C'est une idée qui avait été développée par James Lovelock il y a maintenant une quarantaine d'années. Lynn Margulis, qui est aussi une autre chercheuse de grand talent en sciences, et qui est devenue maintenant très importante, cette idée, parce qu'à l'époque de l'Anthropocène, sujet qu'a déjà pris notre ami Bert, l'idée que nous ne sommes pas sur Terre, mais dans Gaïa, si on veut, est devenue beaucoup plus présente, puisque maintenant, la Terre réagit à nos actions et modifie l'ensemble de notre situation politique, disons. Donc Gaïa, c'est une figure hybride qui ne peut pas être abordée uniquement par des scientifiques, par des artistes, par des philosophes ou par des historiens de l'environnement. C'est typiquement le genre d'être. C'est pour ça que ça a si bien marché, la collaboration avec Frédéric et ses amis, à la fois danseurs, comédiens, etc., parce que c'est un être qui est absolument impossible à saisir selon un seul registre, disons. Et donc, il faut arriver à faire exister cette figure qui, en fait, que maintenant, j'ai encore trouvé un autre terrain qui est retour à mes terrains traditionnels d'analyse des scientifiques. Et ces scientifiques appellent Gaïa zone critique. Les zones critiques, c'est juste, c'est pas le globe, c'est le bord de si ça c'est un globe, la zone critique, c'est juste le petit bout là de cette table ronde, justement, à l'intérieur duquel tout ce qui vit et tout ce que nous connaissons d'ailleurs existe. Donc voilà, Gaïa est un personnage qui est idéalement placé pour la repolitisation de la question de l'existence sur Terre, disons, pour le dire de façon un peu grandiose. Mais tout ça, on ne peut pas le faire, il faut le faire en livre, je l'ai fait face à Gaïa. Mais le livre, it goes only so far. Oui. Est-ce que c'est une question pour reprendre des termes qui vous sont proches, est-ce que c'est une question de traduction ? Est-ce que vous avez ce concept de traduction que vous avez travaillé sur les différents systèmes d'énonciation, les sciences humaines et les sciences, est-ce que quand on travaille sur Gaïa du point de vue du philosophe et pour le livre, c'est une question de traduction passée à la scène? Oui, mais traduction, c'est un terme peut-être un peu terne par rapport à ce que chaque médium fait quand il se saisit de quelque chose qui se trouve dans un médium, il l'intensifie. Par exemple, si on se pose la question qu'on s'est posée tout le temps avec Frédéric pendant la pièce, qu'est-ce que c'est que de faire intervenir Gaïa sur scène? C'est une question qui exigerait une figuration de ce personnage. D'abord, est-ce qu'on l'accepte comme personnage? Si vous lâchez 4 comédiens de grand talent à faire des improvisations sur cette affaire, ils vont vous accentuer, vous tendre, vous intensifier la question que vous n'arrivez pas à résoudre philosophiquement, que vous résolveriez beaucoup trop rapidement en disant oui, Gaïa est un caractère, c'est un personnage. Ça veut dire quoi? Quand vous dites ça à un acteur, soyez Gaïa.
Et donc tous les jeux de scène inventés par les acteurs de Frédéric, à chaque fois, c'était des innovations philosophiques, en quelque sorte. Et on le comprend pourquoi, parce que figurer un personnage qui est la Terre et qui réagit à nos actions, ça ne peut pas se faire simplement. Et en plus, dès qu'on veut que ça soit partageable avec un public, c'est évident qu'il faut multiplier des sources et des médias, médium, je ne sais pas comment on peut dire, dont la philosophie n'est qu'un segment. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faudrait... Je vous en prie. Non, mais Frédéric connaît ces choses-là mieux que moi. Frédéric, est-ce que tu veux intervenir sur le Gaia Global Circus et sur ce travail mené avec Bruno Latour qui commence où d'ailleurs? Est-ce qu'il commence dans la phase de conceptualisation ou est-ce qu'il y a quelque chose de conceptuel déjà très amorcé et on passe à une autre médiation? Comment ça... Surtout pas, en fait. Pour reprendre ce que disait Bruno, ce qui était passionnant dans ce travail, dont je peux dire quelques mots, c'était de suivre Bruno au début même de sa réflexion sur Gaïa. C'est-à-dire que les premières résidences qu'on a faites il y a quelques années à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, le livre Face à Gaïa n'était pas écrit. Bruno commençait juste enfin, ça fait longtemps qu'il parle de ces questions-là dans Politique de la nature, mais en tout cas, la question de Gaïa émergeait vraiment dans sa pensée. Et ce qui était assez extraordinaire, je crois, pour moi, comme pour tous les acteurs, toute l'équipe, c'était de suivre en fait cette réflexion. Bruno nous envoyait en fait comme une espèce de super dramaturge les livres qu'il était en train de lire de Lovelock sur le système Terre. Enfin, nous a vraiment fait participer à sa réflexion parce que justement la conceptualisation n'était pas encore faite. Donc il n'y avait pas du tout cette idée de on va d'abord écrire, on va d'abord conceptualiser et ensuite on va mettre en scène des idées, ce qui aurait été bien sûr l'inverse de ce qu'on essaye de faire. Donc l'idée c'était vraiment de suivre avec notre médium du théâtre, avec notre médium de la scène, avec nos moyens de performeurs, d'acteurs, de danseurs, de suivre les propositions. Donc ce qui était assez extraordinaire, je crois, même si c'est assez classique maintenant, ce qu'on appelle le travail de plateau, c'était de pouvoir réfléchir avec Bruno, à côté de Bruno, avec nos méthodes. Et j'ai des souvenirs assez frappants de moments où, je crois, Bruno, il y avait un effet retour de ce qu'on faisait sur scène. Le moment, par exemple, où dans l'un des textes qu'on a commencé à travailler, il y a quelqu'un qui dit les scientifiques sont sur le sentier de la guerre. Voilà, tu m'as beaucoup dit que c'était une phrase qui t'avait permis d'encore plus comprendre là où on était, ou des moments d'improvisation, parce qu'on a beaucoup travaillé avec Chloé Latour, Claire Astruc, Luigi Seri, Mathieu Protin, les acteurs vraiment qui ont fait la pièce avec nous et qui étaient constamment en proposition et qui n'étaient pas là, encore une fois, pour transcrire ou traduire simplement des idées, mais qui étaient là pour construire un problème. En fait, ce qui m'a passionné dans ces 5 ou 6 années en fait, de travail à côté de Bruno sur Gaïa, c'est toutes ces tentatives qu'on a faites par tous les médiums possibles pour essayer de construire un désarroi, enfin, le désarroi étant l'un des registres passionnels qui nous a occupés quand on travaille avec Bruno. Quand on comprend vraiment ce qu'est Gaïa, le moment où on a cette espèce de déclic que moi j'ai eu en lisant l'une des conférences Gifford de Bruno, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles passions, comment on suscite de nouvelles passions, comment on s'affole à nouveau, comment on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait du désarroi, qu'est-ce qu'on fait de la peur, enfin voilà. Donc le théâtre était là aussi pour se saisir de ces passions-là et les construire en accompagnant encore une fois la réflexion de Bruno. Peut-être pour faire intervenir aussi Jamie dans la discussion, je voudrais vous poser une question, Bruno, puis une à Jamie qui concerne Reset Modernity, donc qui est la dernière exposition en date que vous avez faite avec le ZKM. Une question un peu conceptuelle d'abord, et puis une question plus liée à l'espace. Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a une sorte de contradiction ou de je ne sais quoi entre nous n'avons jamais été modernes et Reset Modernity? C'est-à-dire quel est l'enjeu de remettre à jour la modernité si de toute façon nous n'avons jamais été modernes et que finalement ce n'est pas souhaitable? Je crois que ça n'est pas... c'est pas un problème conceptuel. Je ne sais pas si on entend là ou pas? Non? Problème de micro? C'est bon. Ça n'est pas un problème conceptuel. C'est deux façons... ça marche pas? Se rapprocher peut-être. Ça marche là. Oh, ah, ah, ah. Ça marche ou pas?
Mais toi, tu es devant, Eve. Donc, d'accord, ok. Je crois que je ne voudrais pas l'aborder justement comme une question conceptuelle. C'est contraire à la conversation que nous avons. C'est justement parce que on peut pas. Cette question de nous n'avons jamais été modernes, personne ne comprend vraiment ce que ça peut dire. Enfin, peut-être sauf vous. Pour le moment, ça ajoute toujours sur un usage bizarre du passé composé. Donc, il faut multiplier toujours les façons d'aborder cette question. Reset, c'est une autre façon de dire. C'est une autre métaphore que Donato Ricci a bien travaillé dans le catalogue, qui est au fond extrêmement simple, c'est de redevenir capable d'enregistrer des différences que finalement, dans le mouvement en avant de la modernité, on n'arrive pas à entendre. Donc l'énigme que j'ai proposée à mes collègues Jamie, Christophe Leclerc et Donato Ricci et Martin Guinard, qui sont les co-commissaires de l'exposition, c'est comment on rend sensible comment on réenregistre des sentiments, des passions, comme disait Frédéric, qui étaient mises de côté comme des choses un peu bizarres avant. Et donc la métaphore du reset est très juste. Tant que le téléphone mobile n'est pas capable de réenregistrer les 3 ou 4 satellites dont il a besoin, on n'enregistre rien. Et puis brusquement, ça y est, maintenant on enregistre. Donc, comme on n'a jamais été moderne, on est extrêmement mauvais pour enregistrer tout un certain nombre de données, tout simplement, de sentiments. Donc, ça, c'était la commande que j'ai passée, en quelque sorte. Là, j'étais un peu commanditaire autant que commissaire, parce qu'en fait, le vrai commissaire, c'est autant Martin Guinard et Donato Ricci et Jamie que moi. Donc, moi, j'étais plutôt de dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous arranger, cette fois-ci, alors, en travaillant vraiment le rapport aux œuvres d'art, ce qui n'était pas le cas de la deuxième exposition. Mais ensuite, je vais laisser Jamie, parce qu'avec Christophe Leclerc, ils ont conçu précisément, en utilisant cette fois-ci les techniques qui sont les siennes du design d'idées, je ne sais pas comment on peut dire, design d'idées, d'aborder de front la question de ce que j'appelle avec Weibel excusez-moi pour mon allemand, le Gedankenausstellung, c'est-à-dire l'expérience de l'exposition de pensée, qui est une façon comme une autre de parler de personnages conceptuels. Pour mettre en scène les personnages conceptuels, il faut des expositions de pensée, un peu comme on l'a fait plusieurs fois. L'Anthropocène Monument, c'est une exposition de pensée. La magnifique exposition, pas magnifique du point de vue visuel, mais magnifique dans sa profondeur, faite par Anselm sur le Hall of Catalogue à la Haus der Kultur der Welt, c'est des expositions de pensée. Donc, Jamie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette manière de travailler, par exemple, le User's Guide ou des dispositifs? Je sais par ailleurs, Jamie, que toi, tu es assez réservé sur la question de l'exposition, que tu vois comme une forme moderne, close, où les rôles sont relativement distribués entre l'autorité qui montre et un public qui reçoit, et que tu te poses aussi beaucoup ces questions de comment on fait un public qui ne soit pas juste un public passif, disons. Ça va être un peu plus lentement, je m'excuse. Ce qui sera très bien pour les traducteurs, par ailleurs. Oui. C'est peut-être une question à l'équipe ici, de penser un peu à ce qu'on peut faire comme exhibition dans une place comme ZKM. Hein, c'est qui la public? C'est qui la public qui vont expérimenter ça? Et c'était un grand problème pour tout le monde qui faisait le design de ça, mais c'est aussi une question de comment la legibility, c'est quoi? Oui, la légitimité lisibilité. Lisibilité. Comment lire ça? Parce que c'est quelque chose... Je suis ici cette semaine pour travailler sur une autre version de tout ça, un peu, de faire ça dans un autre pays et ça. Et on pense beaucoup à comment qu'on peut comprendre le problème soi-même. Alors, pour moi, c'est une question de design, c'est une question de comment qu'on compose un public plus agrandi ou quoi. Mais c'est encore une question. Hein. Mais le sujet de traduction, c'est bon pour moi pour penser aussi, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le design de cette modernité, c'était des fois d'oublier la théorie, non? De se travailler sur les arguments qui seront expérientiels ou quoi, experience-based,
Et ça, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup, c'est de penser à ça, à une chose qui est la théorie, ça dérive des choses qui sont des manifestations et des arguments pour cette théorie, tu vois. Alors, c'est peut-être une traduction sans original ou quoi. Ouais. Et tu peux... C'est un cas intéressant parce que Parlez bien dans le micro. Donato Ricci et Jamie sont arrivés avec l'idée d'un fieldbook qui était un petit objet qui permettait de savoir quelle était la position, et là je vais utiliser le terme, ils m'ont dit de ne pas l'employer, mais j'ai quand même utilisé la position dogmatique des commissaires, c'est-à-dire la mienne. Et là, on nous a dit c'est complètement casse-gueule, c'est insupportable, entrer dans une exposition avec un discours dogmatique et en plus un petit fieldbook qui vous dit regardez ça, et c'est là à cause de, parce que le commissaire pense que, etc. Ça va être les gens vont le jeter par la fenêtre et ne jamais l'utiliser. Or, j'ai une très bonne exemple que ça marche, c'est que Hans Ulrich Obrist, que beaucoup d'entre vous ici, je suppose, connaissent, et dont tout le monde sait qu'il ne reste jamais 10 minutes en place sur quelque sujet que ce soit, il est resté toute la journée. Pourquoi ? Mais parce que, précisément, quand on assume le caractère dogmatique, c'est-à-dire dans son médium à soi, qui est le médium des mots de concept, et qu'on avance mais dans une situation où les autres médiums, c'est-à-dire aussi bien la documentation, qui est un autre médium à soi tout seul que Jamie et Donato Ricci et Christophe avaient beaucoup travaillé, le caractère et les autres médiums, évidemment avec des œuvres d'art sensationnelles qui étaient là, ces autres médiums, précisément, n'étaient pas transformés en application d'un dogme, mais aussi tendu que le dogme. Et les gens ont adoré ce fieldbook, au point qu'on en a perdu 600 le premier jour, parce que les gens sont partis avec d'ailleurs, et ils ont jusqu'au dernier moment de l'exposition travaillé dans l'exposition. Et c'est là où Jamie et Donato ont trouvé, je pense, quelque chose qui rend possible de considérer qu'une exposition, et c'est vrai aussi des expositions de Berlin, c'est en fait, on y fait des choses qu'on peut faire absolument jamais à l'université. Par exemple, on est venu avec au moins une dizaine de classes à l'intérieur de classes de grands élèves à l'intérieur de l'exposition, et disons, on peut travailler dans une exposition. C'est un formidable lieu d'expérimentation, précisément parce qu'il ne s'agit pas juste de voir des choses qui vous intéressent, mais parce qu'il y a une ligne définie dans son genre à elle, le genre précisément du dogme, si je veux dire. Le dogme, évidemment, ne voulant rien dire, parce qu'aussitôt les gens disent mais non, pas du tout, il ne faut pas faire ça. Évidemment, ils ont multiplié les possibilités. Et ce que nous essayons de faire avec Jamie et Donato et les autres, c'est de recommencer cette procédure de Reset Modernity ailleurs. Maintenant, c'est une procédure. On va essayer de le faire en Chine et ensuite, on espère, dans d'autres pays. Et donc juste, Jamie, comment tu articules ce travail avec ta propre critique de l'exposition, et comment tu deals avec ça, et quels sont les mécanismes qui te font sortir de l'espace de l'exposition pour... Mais c'est le conflit que Bruno, c'est un bon conflit. C'est un conflit que j'aime beaucoup. C'est entre le dogmatisme et lisibilité. Comme l'exhibition, c'est ouvert, mais on peut faire ce qu'on veut. Mais si on donne une ligne, comme tu dis, ça nous donne un espace de quelque chose à réagir, tu vois. Alors, c'est peut-être l'exemple que j'ai dans la tête, parce que cette semaine, on travaille sur ça, d'aller peut-être en Chine avec quelques aspects de cette exhibition. Mais c'est le problème de se présenter honnêtement et humble, quoi. Se dire que c'est notre impression de soi-même, et de dire ça honnêtement pour avoir une réaction de notre culture, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, vraiment. C'est ce qu'il faut faire, d'être honnête de nos erreurs ou de nos impressions, de nos iconographies qui sont comme à nous-mêmes. Mais évidemment, parfois, c'est plus directement une assemblée. Donc, ce que Frédéric nous a fait faire il y a 1 an maintenant à Nanterre, aux Amandiers, parce qu'elle avait établi cette connexion avec Philippe Ken, qui était de refaire la conférence du climat sur un mode avec des étudiants qui jouaient le rôle des différentes délégations, mais avec un principe de composition du collectif plus proche de ce que j'ai essayé de travailler en politique de la nature, c'est-à-dire avec des délégations qui représentaient effectivement des êtres ci-devant naturels.
Ça c'est un objet que moi je considère, bien que c'était pédagogique, une simulation dans un théâtre comme de la recherche fondamentale en sciences sociales. Pour moi, c'est vraiment, ça s'appelait Make It Work, c'était en mai, il y a un an et demi, et pour moi, l'épreuve que Frédéric nous a rendu capable de suivre, c'était de savoir si, lorsqu'on a des délégations à la COP, on est en train de finir la COP à Marrakech, où il n'y a que des nations, si quand on a les nations, les États-nations souverains, dont l'un est en train de s'échapper malheureusement, avec celui dont on indique qu'on ne parlerait pas, c'est-à-dire le roi Ubu, le nouveau roi Ubu des États-Unis, est-ce que la négociation change de ton lorsqu'on y introduit des délégations représentant les aides de la nature? Et donc on a eu cette scène, Frédéric en parlera mieux que moi, mais pour moi bouleversante du point de vue de presque 30 ans de recherche sur les non-humains, dans lequel la jeune secrétaire de la simulation, ça durait pendant une semaine, s'adressait aux États-Unis en disant, selon le principe des Nations Unies, c'est-à-dire 2 minutes par délégation, États-Unis, 2 minutes. Océan, 2 minutes. Argentine, 2 minutes. Atmosphère, vous avez 2 minutes pour parler. Et ce simple fait que ce soit des délégations représentées par des humains, comme dans la grande tradition de Hobbes, personnifiant des êtres qui étaient quasi-souverains, mais en opposition et en conflit avec les États-nations, c'était bouleversant. Ça a bouleversé les étudiants définitivement. Et je crois que ça nous a bouleversés, Frédéric et moi, et je crois un peu aussi Philippe Ken, beaucoup. Mais Frédéric en parlera mieux que moi. Donc, comme Frédéric qui a inventé ce dispositif inouï. Comme Frédéric, tu en parleras mieux que lui, je te propose d'en parler mieux que lui. Non, mais c'était le 3e point. Je voulais qu'on commence par Gaïa. Non, merci Bruno, c'est formidable puisque je voulais vous poser la question là-dessus. Et puis je voudrais tout à l'heure qu'on revienne sur le mot de simulation. Mais Frédéric, peut-être tu peux nous parler peut-être plus précisément d'abord de cette résidence. C'est l'école qui est en résidence, c'est ça? C'est SPIP qui est en résidence oui, c'est grâce à l'invitation de Philippe Ken que SPIP, donc ce programme d'expérimentation en art politique, se trouve en résidence aux Amandiers à Nanterre depuis 3 ans maintenant. Et ça nous a permis, évidemment, ce déplacement de Saint-Germain-des-Prés à Nanterre, ça nous a permis beaucoup de choses, puisqu'il s'agit de tester des médiums et des espaces. Je voulais juste revenir pour faire le lien entre Gaïa Global Circus, donc cette pièce qu'on a imaginé avec toute une troupe de théâtre et Bruno, le théâtre des négociations Make It Work, cette expérimentation au théâtre des Amandiers, et Inside, qu'on joue dans 3 jours au théâtre des Amandiers. Donc des échelles extrêmement différentes d'expériences théâtrales. Le lien peut-être entre ces 3 projets, c'est le mot de modélisation et de simulation. C'est peut-être là-dessus que je voulais juste dire un mot. Puisque finalement, c'est le lien entre le théâtre comme espace d'expérimentation spatiale et la science comme lieu aussi d'expérimentation, évidemment. C'est ce lien-là qu'on a travaillé à chaque fois de façon extrêmement différente. Dans Gaïa, je le disais tout à l'heure, l'idée c'était de prendre au sérieux le personnage conceptuel de Gaïa que Bruno nous proposait et d'essayer de voir ce qu'il provoquait sur scène. Et en fait, ce qu'il a provoqué, c'était un renouvellement complet du rapport à l'espace scénique. Quelle est la scénographie de Gaïa? Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait faire appel à un marionnettiste qui nous a fait une marionnette géante pour que le décor sur lequel les acteurs évoluaient ne soit plus un décor fixe, mais un décor mouvant. Donc voilà, une transformation complète de l'espace théâtral par cette irruption d'un nouveau personnage. Dans le théâtre des négociations, l'espace entier du théâtre des Amandiers a été reconfiguré par Philippe Ken, qui en a fait une scénographie multidimensionnelle, puisqu'il s'agissait de recevoir une conférence climatique avec donc tous ces pays, mais aussi ces entités naturelles. Et là aussi, ça a complètement recomposé, fait exploser l'espace du théâtre et le rapport, évidemment, avec le public. Voilà, donc 2 mots de plus. Je retiens aussi le mot épreuve que Bruno a mentionné, qui est un mot essentiel, évidemment, en sociologie, en ce qu'on appelle les STS, en sociologie des sciences. L'idée que l'expérimentation passe par des épreuves. Et moi, ce qui me passionne depuis quelques années, c'est de voir à quel point le théâtre est un lieu
lieu d'épreuve, un lieu où on peut essayer, pas simplement comme un laboratoire, mais essayer en public. En fait, c'est une façon un petit peu de faire ce que vous faites dans les expositions de pensée, sur scène avec un public. Voilà. Comment le théâtre peut devenir un moment où on essaye avec le public. Donc, un petit mot sur ce qu'on essaye de faire en ce moment dans Inside dans 3 jours. Eh ben, c'est une expérimentation sur, à nouveau, dans quoi habite-t-on finalement, quelle est cette terre Gaïa, la zone critique selon comment Bruno l'appelle. Comment on essaye par le théâtre de comprendre en collectif, puisque le théâtre permet de faire une expérience collective, de comprendre quel est cet espace qu'on habite. Donc à chaque fois, avec des échelles extrêmement différentes, on expérimente en public finalement. C'est exactement les questions que je voulais vous poser sur la simulation, etc. Et je pense d'ailleurs à quelque chose qui m'a frappé quand vous parliez, Bruno, du rapport entre livre et autre chose, disons. C'est que le mot épreuve existe aussi dans la production de livres, mais c'est un mot qui arrête l'épreuve. On envoie le bon à tirer et l'épreuve est finie, on corrige les épreuves et une fois qu'elles sont corrigées, ça arrête. Ouais. Mais c'est vrai que je pensais aussi qu'il y avait dans ce rapport entre l'écrit, disons, l'écrit dans les livres, les articles, etc., qui fait partie de notre production du savoir et son exposition. Je parle d'exposition non pas simplement en tant qu'exposition, mais son exposition à l'épreuve de quelque chose qui est plus live d'une certaine manière, le rapport entre quelque chose qui est arrêté et figé malgré tout dans un livre, même si on se réapproprie les livres, et quelque chose qui au fond ne s'arrête pas, l'épreuve au sens du théâtre, et c'est pour ça qu'on répète qu'on répète et puis qu'on joue plusieurs fois la pièce, c'est qu'aucun moment n'est la représentation type par rapport à d'autres, et qu'il y a dans peut-être de la simulation, qui est le terme vraiment qui je pense est assez central, et c'est pas étonnant finalement que tous les trois, non, vous ne veniez pas forcément des sciences, Jamie si, je crois que ton background est scientifique, hein, mais Frédéric et Bruno se sont beaucoup intéressés aux sciences pour ces questions de laboratoire, de collectif, de production collective, et par ailleurs de simulation. Voilà. Ouais, si tu veux, Jamie, je t'en prie. Un autre lien, je pense que c'est intéressant de penser à des genres de pensée qui ne sont pas recouvrables, c'est le mot? Oui. Unrecoverable, tu vois. Oui. Et c'est quelque chose qui est lié un peu à ce qu'on a entendu dans notre discours. C'est la notion de... Il y a beaucoup de sciences qui comprennent que leur fait ou leurs travaux, ça des fois, ça peut être consumé par une force de capital ou de quoi, comme Exxon et tous ces data, c'est venu des sciences de climat, tu vois. Alors, c'est comme une contradiction, alors, ou une extraction de cette pensée. Et je pense que toutes ces pratiques, il y a une manière de penser à ça qui est de faire des expositions ou de la visibilité des sciences, par exemple, qui ne sont pas recouvrables comme ça. Alors, c'est comme une notion de politique dans toutes ces pratiques, un peu, pour moi. Oui, mais je crois que mon expérience dans ce que vous appeliez traduction, c'est que ça marche si, quand on change de médium, ça accroît l'épreuve. C'est-à-dire que si parce que souvent, quand on parle aux universitaires, j'essaie de convaincre mes collègues qu'il faut passer à l'université que j'appelle néo-Humboldtian University, après Alexander, pas celle de Wilhelm, et parce que je pense que beaucoup de choses reviennent à ce que Humboldt avait imaginé, Alexandre, encore une fois, avait imaginé. Ils me disent tous, oui, mais on va quand même pas dumb down toutes nos activités pour faire des expositions. Vous voulez qu'on fasse quelque chose qui ressemble à de la pédagogie. Et ils ne se rendent pas compte que faire une exposition sur Reset Modernity, c'est infiniment plus tendu que d'écrire un article sur la question, que je sais faire. J'ai écrit un manifeste compositionniste, ça m'a beaucoup passionné, je sais faire, et ça a une influence, les gens le lisent, ça les intéresse. Mais si on passe à un autre médium comme l'exposition, la tension est infiniment plus grande. Donc c'est la ligne de plus grande tension, je pense, qui permet d'expliquer pourquoi c'est à la fois difficile d'expliquer pourquoi on fait simultanément du théâtre, de la conférence, etc. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est passionnant, surtout en ce moment, où on se trouve dans une situation politique
tellement désastreuse qu'on se dit, oui, mais il faut tous les arts pour arriver à retrouver quelque chose qui ressemble à une prise politique. Donc c'est ça l'esprit de SPIP, un programme dont je suis très fier. Je propose qu'on ouvre les questions publiques. On a 10 minutes, un quart d'heure pour discuter. Oui, vous attendez le micro juste, s'il vous plaît. Une question sur l'idée de théorie exposée par laquelle vous avez commencé, vous avez introduit la conversation. Est-ce qu'une théorie exposée, ça peut être aussi une exposition théorique ? Dans le sens, je parle peut-être en tant qu'artiste, ça permettrait un peu de mieux comprendre ma question. Bruno Latour, vous proposez que chacun dans son médium se tende, les uns en résonance avec le dogme. Ça a l'air, et puis après les dernières propositions que vous avez faites, ça a l'air très beau et très enthousiasmant, mais comme critique de l'exposition, de vue de l'artiste, il y a un côté aussi, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a de nouveau les rôles un peu canoniques, où en fait on dénie à l'artiste la capacité, je parle d'artiste visuel, parce que je pense que pour le théâtre c'est très différent, mais en tant qu'artiste visuel, on nous a toujours dénié le rôle, la capacité de faire de la théorie à travers nos images. Je ne parle pas du tout des textes, bien sûr, tous les artistes ont écrit, mais que les images qu'on produise, les performances, etc., soient en eux-mêmes des objets théoriques, c'est-à-dire qu'on puisse être initiateur du dogme et que ce soit et qu'on se tende ensemble, mais à partir de ce dogme qu'on aurait initié. Non, j'ai dit juste le contraire. Le micro. J'ai dit de Latour. J'ai dit le contraire, c'est-à-dire que précisément, ce que j'ai appelé dogmatique par peut-être provocation, c'est le recueillement dans un médium, celui du texte dans un style théorique, disons, c'est le sujet de notre conversation, de tensions et de nouvelles idées qui sont venues précisément des œuvres. L'exemple qui était très beau dans l'exposition Reset Modernity, qui est malheureusement terminée. C'est horrible d'ailleurs de terminer une exposition, je comprends pas qu'on termine des expositions. Elle aurait dû rester toujours. C'est une œuvre de Pierre Huyghe qui, en fait, au fur et à mesure que l'exposition avançait, a pris le pas sur tout le reste de ce que j'avais moi-même écrit dans le petit guidebook, parce que cette œuvre, qui s'appelle Giverny, qui est une espèce de méditation sur un tableau impressionniste, mais transformé en aquarium avec une vie très particulière de petits poissons ou bestioles qui s'appellent des axolotes, qu'on voyait de temps en temps et qu'on ne voyait pas, a fini par devenir le centre théorique, je dirais, de l'exposition, parce qu'elle donnait, elle approfondissait, elle tendait de nouveau des propos qui restaient superficiels dans ma version à moi, et qui, je pense, cette œuvre, enfin c'est souvent le cas de Pierre Huyghe, mais était au fond le centre de gravité de l'exposition, de même pour les œuvres de Jeff Wall. Donc je crois que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut accepter que la philosophie ne soit que juste un médium, comme les autres, et un médium qui dogmatique, c'était la version par laquelle je l'ai déployé, pour que on entende enfin, et vous avez raison de protester, que les œuvres d'art sont des théories. Pas toutes, il y en a beaucoup qui sont mauvaises, qui sont sottes, de même qu'il y a une masse inouïe de mauvaises philosophies et de théories absurdes et abstraites. Mais ça, c'est la vie normale de la philosophie et des arts visuels. Et donc, c'est précisément pour ça que j'insiste sur le fait de dire que la philosophie est un médium, et ça libère de la discussion infinie que je vous remercie de rappeler, en disant donc les artistes sont instrumentés en quelque sorte, ou en tout cas ils n'ont pas droit au métalangage. Personne n'a droit au métalangage, il n'y a pas de métalangage. Pas plus les artistes que les philosophes. Les philosophes n'ont pas le métalangage. C'est justement ça qui permet de libérer des activités théoriques nouvelles. Et donc oui, bien sûr, une œuvre d'art est théorique. Le mot théorique d'ailleurs n'a pas énormément de sens finalement. Il y a simplement des gens qui croient qu'ils parlent théorique quand ils écrivent mal. Ce qui est en gros, les 90% de la production dite académique. C'est-à-dire quand vous écrivez comme un cochon et des phrases abstraites, on dit ça c'est de la théorie. Oui, mais il ne suffit pas d'écrire mal pour penser. Donc c'est précisément, j'insiste sur ce point parce que
je crois que c'est un point vraiment important pour la discussion que nous avons, c'est que c'est précisément, il faut accepter, c'est un deuil peut-être de la philosophie, c'est pas un métalangage, c'est un médium. Donc, ce qui va permettre de comprendre ce que c'est que le mot théorique un peu renouvelé, ça peut être le mouvement d'une danseuse. Un mouvement retournement d'une danseuse, c'est un concept que depuis 6 ans, avec Frédéric, on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre de Huyghe? Il faut écrire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe dans les œuvres de Jeff Wall? Qu'est-ce qui se passe dans le... J'ai été à New York il y a quelques semaines voir une œuvre de Sarrazé qui occupe un immense espace, qui est comme ça, une œuvre qui est l'Anthropocène. Si tu l'as fait venir à Berlin, je participerai au catalogue. Si tu as de l'argent, ça coûte cher, c'est un truc très compliqué. C'est une œuvre sensationnelle. Là, on a cette artiste visuelle, la rentre de notre catégorie, elle a compris, elle a trouvé, elle nous impose de comprendre qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène. Et dès que j'ai montré, c'est très difficile à filmer d'ailleurs, justement parce que c'est une vraie œuvre d'art, dès que je l'ai montré à des scientifiques de mes amis des Critical Zones, ils ont dit ça c'est des zones critiques. Elle a enfin trouvé la façon de définir la zone critique. Bruno Latour est à la fois pirate et agent artistique aussi. Jamie, tu veux intervenir là-dessus, sur cette question? Oui, je répète encore, c'est une mode de hierarchisation, oui, de faire des hiérarchies entre les pensées et les genres de pratiques. Et moi, comme je fais des pratiques d'art et de design et tout ça, ça me concerne beaucoup d'être pas une manifestation ou une communication de ces choses comme ça. Alors. Mais il y a toujours autre chose à faire, il y a toujours autre manière d'engager avec l'art et ces objets. Et peut-être la production, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment fait pour cette modernité, c'est de regarder à la production de tous ces œuvres aussi. Et c'était une chose qui nous a intéressés, mais ça n'est pas arrivé dans l'exposition, de penser un peu à comment qu'on stage une exhibition comme ça. How you stage the exhibition. Parce que ça, c'est aussi une manière de médium. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, j'aurais deux questions. Vous disiez, je vous crois sur parole, que c'est des espaces, ces expositions où on peut travailler. Et sur cette question du travail avec le public, est-ce que vous avez pensé des modalités spécifiques justement d'aller-retour entre ces formes d'exposition ou même ces spectacles que vous avez évoqués, des espaces spécifiques pour pouvoir justement être dans une logique de retour ou d'effet-retour par rapport à ce que le public pense ou comprend de ces propositions? Et la deuxième chose, c'est par rapport à la fois au théâtre des négociations et à l'expérience scénique de Gaïa. Est-ce que vous avez aussi travaillé une trace de ce processus de travail, comme on peut travailler un catalogue d'exposition? Voilà, merci. Je laisserai Frédéric répondre à la deuxième, mais la première, Jamie et moi, on peut répondre parce qu'avec Donato, je crois qu'on a commencé un dispositif qui consistait, par exemple, j'ai utilisé le mot dogmatique pour décrire le fieldbook, et les élèves de SPIP avaient pour objet de travailler les publics et de travailler avec les publics pour le réécrire. Et donc on avait dans l'exposition, au fur et à mesure qu'elle avançait, le retour assez critique, assez souvent, des visiteurs, puisque pour chaque œuvre, il y avait un numéro qui permettait, même un tweet, un système de Twitter, qui permettait de critiquer au fond le choix. Comme la ligne dogmatique était bien tracée, c'était assez facile de dire pas du tout, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, pourquoi vous avez choisi cette œuvre, elle est à chier, il en fera une autre, etc. etc. Et ce retour, je pense, était lui-même un des éléments assez stimulants de l'exposition. Il y a une partie de documentation de l'exposition qui se trouvait constamment modifiée. Alors, on n'a fait que tâter la chose, mais je pense que pour l'avenir, c'est très intéressant. Et c'est de nouveau pourquoi les expositions, en particulier ZKM, il faut savoir que ZKM, il y avait simultanément 7 autres expositions quand nous l'avons faite. Il y avait une autre exposition sur le cercle de Vienne, au moment même où on faisait la nôtre, plus des tas d'autres expositions à côté. Donc c'est vraiment une université. On voit vraiment ce que peut devenir une université néo-humboldtienne quand on travaille ce genre de situation. Sur la question théâtrale, je laisse Frédéric. En fait, la question de comment documenter, garder des traces, enregistrer, capter les pièces de théâtre ou le spectacle vivant nous dépasse largement. Enfin, c'est une vieille question. Par contre, pour revenir à cette idée de multiplication des médiums,
Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, chacune de ces expériences, qu'il s'agisse de Gaïa Global Circus ou du théâtre des négociations Make It Work, ont des strates de création, d'expérimentation, de tentative. Donc il y a toutes ces traces-là. Dans Gaïa, je dirais que le Cosmocolos, qui est cette pièce radiophonique qui est passée hier soir sur France Culture, c'est une étape essentielle du travail. Elle existe sous forme radiophonique, podcastable. Donc c'est intéressant parce que c'est pas la pièce, mais c'est une version du travail à un moment donné. Ensuite, on a le texte de Gaïa Global Circus. Ensuite, pour le théâtre des négociations, il y a un film, il y a un livre, il y a des étudiantes de SPIP qui en ont fait une espèce de pièce de théâtre après coup. Ce que je trouvais assez passionnant, c'est-à-dire que c'était une vaste improvisation d'une semaine, ce fameux pre-enactment. Donc on était dans le pre, et elles en ont fait quelque chose après, ex post. Donc c'était assez passionnant aussi comme démarche d'écriture. Voilà, donc en fait, comme on est dans cette multiplication des médiums, des épreuves, des tentatives, en fait on multiplie les traces, mais on n'a pas résolu évidemment la question de comment garder Gaïa Global Circus. Enfin, c'est un petit peu comme l'exposition, sauf que l'expo, vous avez un catalogue effectivement, et on n'a pas de catalogue qui raconte tout le processus. D'expérience, je sais que pour les gens qui écoutent la traduction simultanée, au-delà d'une heure, ça devient un peu difficile. Donc, je propose d'avoir une dernière question et de lever la séance. We can move to English. Yeah, we could do that. Then we have another hour. Il n'y a pas assez de casques pour les Français qui voudraient écouter la traduction. C'est un problème. Il y a trop de monde, en fait. Mais c'est bien. Continuez à venir, mais vous êtes trop nombreux, mais on va s'adapter. Donc, peut-être une dernière question. J'ai vu une main se lever, mais... Voilà, c'est toujours moi. Petite question. Qu'est-ce que vous entendez par médium? Parce que la philosophie, je ne sais pas si vous me rappelez bien, hein, mais vous me corrigerez. La philosophie, c'est médium, le théâtre, c'est médium. Moi, je pense aussi qu'il y a langage, genre, je ne sais pas, il y a d'autres catégories, peut-être qui sont plus bonnes. Et après, on parle des concepts, mais il y a aussi, je pense, tout un autre secteur dont on ne parle pas, c'est le système des valeurs. Le système des valeurs, dans le sens que moi, je peux être très intéressé à boire de la bonne eau propre, mais peut-être que quelqu'un d'autre est très intéressé à gagner beaucoup d'argent en vendant de l'eau, enfin, en trafiquant sur les problèmes de l'eau. Voilà. Merci. Oui, sur Medium, savoir-faire, ensemble de compétences, ensemble de valeurs, ça marcherait très bien aussi. Disons, je crois que chacun d'entre nous pourrait définir, toi tu design de pensée, historienne des sciences et metteuse en scène, ça définit des savoir-faire, des compétences qui se jugent. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, ça, non, ça c'est un mauvais article d'histoire des sciences, ça c'est une bonne pièce. C'est ça que j'entends par médium. Et donc en philosophie, quelqu'un qui est bon en philosophie, il sait qui est mauvais en philosophie. Quelqu'un qui est bon en théâtre, il sait qui est mauvais en théâtre. Je crois que c'est à peu près la définition très simple, très banale que j'essayais de mettre en place. C'était pour contrecarrer cette idée étrange qu'un texte mauvais écrit dans un style philosophique peut passer pour de la théorie. Et je pense que ça, c'est un scandale auquel il faut mettre fin. Le fait d'écrire mal, encore une fois, ne donne pas droit. En Amérique, maintenant, les gens... Je connais des gens qui disent « I'm professor of theory ». A theory of what? Theory becomes a style. If you speak with several citations of Deleuze and Heidegger and a little bit of Lyotard, maybe now Latour, then it's theory. Mais heureusement, nous avons échappé quand même en Europe un peu à cette éthérisation de la théorie. Let's call it medium now. Mais non, médium, mais je suis d'accord avec monsieur, j'abandonne très bien le savoir-faire. Ça me va très bien, savoir-faire. Merci à tous les trois. Merci. C'est quoi la performance? C'est une poète que j'adore.